Bonjour les conspirés, bonjour conspiratorium, je suis votre frère Bertin Baraya, originaire d'Idjui qui est l'île entre Goma et Bukavu, c'est la plus grande d'Afrique après Madagascar. D'ailleurs, les gens du Kivu aiment faire des blagues, disons, les gens qui sont originaires d'Idjui par exemple, ils aiment faire des blagues pour dire je retourne à Idjui ou bien je vais à Idjui, il va juste dire je vais à Madagascar et les autres comprennent qu'il parle d'Idjui. Je vous invite à faire un petit voyage à Idjui, aller visiter l'île. Vous allez l'aimer. La population est très chaleureuse et la population a un grand cœur et ils aiment la visite et la bonne visite. Vous serez nourri, vous serez logé par eux et d'ailleurs, si vous ne voulez pas loger chez le citoyen, il y a des hôtels et des hôtels totalement coquets, hein. Vous n'avez pas de saleté, vous n'avez pas de moustiques qui vous rongent les oreilles. La nourriture est fraîche du champ ou fraîche du lac. Donc, vous vivez en mangeant santé. Je vais présenter mes excuses un peu plus tôt. Je voulais faire une vidéo, mais ça a été un raté complet, car il y avait des conspirés qui étaient en ligne et qui ne pouvaient pas entendre ce que je disais parce que j'ai essayé de faire moi-même mes installations. C'est mon fils aîné qui les faisait pour moi. Et depuis que j'ai aménagé où je suis, c'est une nouvelle ville et puis toutes mes affaires étaient encore dans les boîtes et puis je voulais quand même faire quelque chose. Je me dis aujourd'hui je vais essayer d'installer certaines affaires et lancer une vidéo. Je l'ai fait tout seul et ma génération m'a vite rattrapé. Donc je ne suis pas de génération Nintendo ou génération euh, informatique. Comme vous pouvez vous le dire, biso toza bato ya zamani. Bato ya kala, bic, papier. Je regarde les enfants avec une seule main et tape, mais très vite, avec une seule main, en train de faire quelque chose d'autre, et puis il tape sur l'écran, le clavier de son écran, tellement rapide, et parfois il regarde même pas. Ou par exemple, s'il est en train de retranscrire un texte, c'est tellement vite fait. Lui, il ne regarde même pas le clavier, il regarde les notes et il écrit comme ça. Et quand c'est à deux mains, c'est ahurissant. Alors moi, j'ai manqué mon coup. Ceux qui sont de ma génération, s'ils ne sont pas dans le domaine informatique, comprennent mon émotion, comme disait l'ancien chef de l'État Mobutu. La vidéo portait sur quoi? Vous voyez, on vient de connaître l'élément majeur qui était les élections aux États-Unis. Et je voulais faire une vidéo que j'avais intitulée à ce moment-là Le lendemain de la veille. Le lendemain de la veille parce que c'était une journée ou deux avant où les tensions étaient vives, tout le monde était fatigué, tout le monde travaillait, et puis c'était les fortes émotions, et quelqu'un a gagné et l'autre a perdu. On ne peut pas gagner tous les deux, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et cette fois, je pense que c'est le bon qui a gagné. Cette fois, c'est le bon qui a gagné. Les élections qui opposaient Biden à Trump, c'était pas la bonne personne qui avait gagné, dans le sens que la personne qui était portée gagnante et qui était en train de gagner ce soir-là. Vous voyez comment ça se passait, il était en train de gagner et il y a eu interruption de la transmission en direct, hein, interruption de la transmission et la seconde qui suivait, on remet l'écran. Ils avaient déjà retourné les scores et on a donné les scores gagnants au sénile Biden, et voici ce qu'on a eu, un président complètement absent, végétatif, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. C'est ça. Quand je vous parle des États-Unis, les Américains savent que leur pays est pourri. Et les États-Unis pointent au doigt les autres pays parce qu'ils en ont les moyens, ils en ont la puissance, ils en ont l'argent.
Et les autres pays ne doivent rien dire, sinon ce sont des sanctions ou la destruction complète de ces pays-là. C'est pour ça que certains gens pensent que les États-Unis, c'est un pays formidable. Non, c'est un pays en faillite. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que ça existe. C'est un pays qui c'était hier que j'ai entendu l'ancien président, enfin, le président élu, euh, dans une des vidéos qu'il a faites pendant la campagne. Il a parlé, c'est un homme à qui on donne le rapport du pays parce que c'est un ex-chef d'État. Il a parlé de 38 trilliards d'argent de dette. Donc, les États-Unis ont une dette étatique de 38 trilliards. Eux, ils vont appeler trillions en anglais, mais en français, c'est trilliards. Voilà. C'est une dette qui ne pourra jamais être payée. Le pays va mourir avec. Les Américains vont mourir avec. Un jour, ce pays-là ne sera pas capable, ne fût-ce que de payer les intérêts sur cette dette, le pays va être déclaré en faillite. C'est pour ça que vous voyez les guerres. Pourquoi ils font ces guerres-là? C'est pour aller voler, pour aller détruire ou pour aller assujettir afin de continuer à voler, afin de s'imposer, afin de soutirer, de tout ça. C'est pour ça qu'ils font ces guerres-là. Et c'est le premier empire à pouvoir faire tout cela. Les autres empires ne faisaient pas ça. Les autres empires, oui, ils allaient assiéger, annexer, commencer à exploiter sur le terrain. Et les Américains, ils viennent, ils prennent le tout et ils détruisent. Ils passent de pays à pays. Alors, qui était porté gagnant? Avant, on ne donnait aucune chance à Trump. Mais qui ne lui donnait aucune chance? C'était les médias. C'était l'État profond des États-Unis qui avait les médias, qui avait toutes les puissantes organisations du pays avec le camp démocrate. Et le camp républicain n'avait rien ou presque rien. Ou ils auraient eu quelqu'un ou quelque chose si c'était quelqu'un d'autre. Mais comme c'est Donald Trump et qui, lui, il a refusé complètement de se faire servir directement sur un plateau en or par l'État profond, alors on était en train de les démolir. Mais il a tenu bon. Il a tenu bon, pas parce qu'il voulait vraiment. Si c'est dépendait de lui-même, il allait tout lâcher. Mais il voyait la majorité des Américains qui croient en lui, comme les Congolais avaient cru en Tshisekedi. Alors, il s'est dit, ce peuple croit en moi. Ce peuple place son espoir en moi. Je n'ai pas de choix, je dois continuer. Malgré les accusations, les condamnations, les attentats sur sa personne, il continuait, il ne lâchait pas. Mais quelque chose qu'on a pu remarquer tous, c'est que sa famille proche, à part Laura, qui est la femme de son fils, mais les autres membres de sa famille, incluant sa propre fille Ivanka Trump et son beau-fils Kushner, en tout cas, ils n'étaient pas là. Or, c'était eux la plaque tournante des élections de 2016-2017 et qui ont géré la présence de leur papa. Je pense que Trump a compris ce que le peuple américain voulait, c'est de ne pas les avoir. Mais maintenant, au lendemain des élections, sans même parler du lendemain, le même jour pendant les élections, moi, j'ai comme mis le discours de Trump en direct j'ai utilisé mon téléphone et j'ai mis ça en direct sur le Conspiratorium. J'ai choisi une télévision totalement hostile à Trump, je l'ai fait exprès,
Parce que je voulais que, au même moment que Trump a gagné les élections et qu'il est en train de parler, que vous entendiez comment les médias ici, en Amérique du Nord, en Europe et partout là-bas, sont biaisés, complètement biaisés, et qui ne sont pas capables, jamais alors, au grand jamais capables de regarder la réalité en face. Ce qu'ils se sont dit entre eux, ce qu'ils veulent entre eux, leurs fantasmes deviennent leur réalité de vie. Pendant que Trump vient de gagner, et ils étaient en train de dire des choses totalement invraisemblables. Vous avez suivi. Et au lieu de se focaliser pour les États-Unis, au lieu de parler des États-Unis, ils sont en train de parler de l'Ukraine. Et maintenant, qu'est-ce que l'Ukraine devient dans tout ça? L'Ukraine ceci, l'Ukraine cela. Pour vous montrer et vous faire comprendre qu'il n'a jamais été d'intérêt américain d'aller en Ukraine. C'est vraiment l'intérêt des impérialistes qui ne sont pas le peuple américain du tout. Le peuple américain n'aime pas l'Empire parce qu'ils savent que s'ils ont 38 trilliards de dettes aujourd'hui, c'est à cause de cet empire. C'est à cause des empiristes, les gens qui croient à cet empire, qui veulent s'enrichir, enrichir leurs enfants et leurs petits-enfants de génération en génération et qui ont mis le pays complet par terre. Ils ont peur, les Américains, que si le dollar perd sa puissance, ils vont perdre pas mal, une bonne portion de leur richesse. Ça pourrait être même la moitié des apports de leur richesse. Car à chaque papier de dollar émis ou printed ou photocopié, il y a des intérêts. Et ils prennent les machines à billets, ils fabriquent $1, ils me l'envoient moi Bertin, je l'achète pour l'avoir, je l'achète à $1,67. Après que je l'ai acheté à $1,67, je dois, eux, ils doivent mettre des intérêts par-dessus et les faux frais. C'est qu'ils se retrouvent pour $1 à en gagner 5. C'est là la force de ce pays-là. Et les BRICS sont en train de vouloir pas mettre ça de côté. Ils ne le feront pas maintenant, ils n'en ont pas encore les moyens de le faire tout de suite, mais ils sont en train de diminuer l'influence du dollar dans l'espace BRICS et peut-être contourner le dollar dans quelques années et ils vont le laisser s'écrouler tout seul. Au fait, les empires ont toujours implosé de l'intérieur. Tous les empires ont explosé de l'intérieur, incluant l'Empire soviétique. On vous dit non, les Américains ont battu les Soviétiques. Non, ils n'ont pas battu les Soviétiques. C'était des conflits internes. Parce que dans le pacte de Varsovie, les pays du pacte de Varsovie, comme les pays du pacte de l'OTAN, opposés donc au pacte de Varsovie, c'était entendu. Et ils ont mis un article dans ce pacte-là, un libellé dans ce pacte, que tout pays a le droit de se retirer s'il ne trouve pas son compte. Alors quand il y avait la grogne, que les Russes se plaignaient, ils disaient que c'est eux qui portaient le gros fardeau de tous les États de ce pacte de Varsovie, donc de l'Union soviétique, et que les Ukrainiens disaient qu'eux ne recevaient pas leur quote-part à juste titre, et que le Biélorusse disait qu'il serait mieux en dehors de cette Union soviétique, et que les petits États disaient qu'ils n'en avaient pas assez, qu'on leur donnait pas assez. Il y avait une grogne totale et ça n'allait plus bien, au point où, quand Gorbatchev prend le pouvoir, il y a la Russie qui menace de quitter. L'Ukraine en profite et dit, nous aussi nous en allons. La Biélorussie a dit, moi aussi je m'en vais.
Et c'était là la dislocation de l'Union soviétique. Les autres petits pays ne valaient rien. Ils ont accepté le, le, le sort de ce qui leur tombait dessus. Et c'est ainsi que le bloc occidental de l'OTAN a dit, venez-vous-en, venez ici, nous on vous prend. C'est voilà. C'était le dernier empire à exploser, à imploser, je veux dire, de l'intérieur. Mais les États-Unis, l'empire américain va être le premier. Avant que nous, on aille 6 pieds sous terre, avant qu'on aille 2 mètres sous terre, nous allons voir la chute de cet empire. Le pays, lui, va rester. Et il va être riche toujours. Mais l'empire, donc cette puissance qui s'impose envers et contre tout, va diminuer et imploser de l'intérieur. Et ça va arrêter là. Donc, mes amis américains, quand je parle comme ça de votre pays, ne vous y méprenez pas, il ne faut pas venir chercher ma tête, car ça se trouve là. Les spécialistes en parlent. Moi, ça fait des années, peut-être ça fait plus d'une décennie même, peut-être même plus que ça, que je n'écoute plus la télévision. Je n'ai même plus l'abonnement au système de câble satellitaire. Non, c'est fini ça. Je vais sur Internet, je cherche les informations. J'écoute les journalistes indépendants qui ne travaillent pas au compte du gouvernement ou au compte d'une grande firme pharmaceutique, militaire ou je ne sais pas quoi. J'écoute des journalistes indépendants qui travaillent pour leur propre compte. Je cherche les journalistes dissidents qui se érigent contre ce qu'ils ont fait hier pour le compte du gouvernement. Ces dissidents-là, ils nous disent la vérité, ils nous donnent leurs preuves. Et voilà, moi, je cherche mes informations. C'est pour ça que quand je parle de notre Congo, souvent je vous laisse les nouvelles qui sont passées à la télé parce que je ne veux pas y revenir. Je ne vais pas vous parler de ceci que vous avez suivi, vous tous, en direct. Alors moi, ce que je vais voir plutôt, je vais regarder, nous venons de faire ceci chez nous parce que ceci s'est fait ailleurs. Nous venons de faire ceci chez nous parce que nous ne savons pas que ceci se fait ailleurs. Voilà comment moi je fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai fait ceci. J'ai fait cette chaîne pour ramener des choses comme ça. En soutenant le président Tshisekedi, je ne suis pas venu pour vous dire « Oh, Tshisekedi est bon, est bon, est bon, est bon. » Oui, il est bon. Et tant mieux parce qu'il est bon. Mais si aujourd'hui, il faisait des choses qui ne sont pas bonnes, je vous le dirai. Et si carrément il n'y a rien que je peux vous dire de lui, je ne dirai rien. C'est ainsi qu'à un moment, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait vraiment rien. On attendait le gouvernement. Le gouvernement n'était pas là. Le gouvernement arrive. La dame Premier ministre ne fait que recevoir les ambassadeurs des États-Unis, de la France, tout ça. Ça, ce ne sont pas des nouvelles. Ce ne sont pas des choses que je veux venir discuter avec vous. Alors, je n'en parle pas. Mais il commence à y avoir des choses. Car le président russe, dès que Trump a gagné les élections, les ambassadeurs étrangers qui étaient venus présenter leur lettre de créance aux comment dire, au Kremlin, à Vladimir Poutine, le président russe, ont finalement été reçus. Parce qu'ils étaient là, on les faisait attendre. Pourquoi on les faisait attendre, je ne sais pas. Mais dès que Trump a gagné, tout de suite, Vladimir les a acceptés. Cela veut dire quoi? C'est que comme il avait déjà coupé les pourparlers ou même pas des relations diplomatiques, mais le quotidien diplomatique avec des pays européens qui ne voulaient plus de lui ou de la Russie, il ne voyait pas pourquoi il allait accréditer leur lettre de créance.
Mais quand il a vu que maintenant, ces pays-là, l'avènement de Donald Trump va les rappeler à la raison, il a accepté. Car aujourd'hui, même si Trump dit que lui, il va être capable d'arrêter la guerre en Ukraine en une journée, je ne sais pas, en 24 heures, je ne sais pas comment il le fera. Les Russes ont perdu énormément de Russes dans cette guerre aux mains des étrangers qui s'habillent en uniforme ukrainien sur le sol ukrainien. Les Russes le savent et les étrangers le savent. Les Russes en ont au point où ils n'ont plus besoin des Occidentaux, mais ils ne refusent pas d'avoir de bonnes relations avec eux. Ce que Trump, disant cela, je comprends ce qu'il voulait dire. Moi, ce que je comprends quand il dit il va arrêter la guerre, en cas de, c'est pour dire, s'il ne nourrit plus la guerre va se rebobiner. C'est-à-dire, progressivement, elle va arrêter. Parce que s'il va et dit, j'arrête, ok, les Américains, les Français, tous sortez de là, on demande aux Ukrainiens de poser les armes, ils vont tuer Trump. Ils vont le tuer. Mais ce qu'il va faire, c'est de juste pas nourrir la guerre. Ça équivaut à arrêter la guerre. Au premier coup de téléphone. Le président russe, le bon vieux Vlad, a dit qu'il est prêt à parler avec Trump et de négocier. Trump a dit qu'il est prêt à parler avec le bon vieux Vlad et que c'est une question de temps. Ça va arriver plus vite qu'on le pense. Trump est pragmatique et c'est un mafieux. Un mafieux, il va avec les intérêts personnels d'abord avant les intérêts de l'organisation. Et c'est ça Trump. Quels sont les intérêts des Américains? Les intérêts de Trump, c'est de voir son pays reprendre l'ascendant, c'est de voir son pays prendre l'ascendant sur la puissance qui est en train de vouloir renverser la vapeur, qui est la Chine. Mais la Chine a vraiment un allié de taille, qui est une autre puissance, la Russie. La Chine a un allié de pas le moindre, l'Iran. Et la Chine a un autre allié qui n'est pas le moindre, même s'il n'a pas d'économie, c'est la Corée du Nord, qui est maintenant alliée à la Russie aussi. L'Iran est allié à la Russie aussi. Un cocktail dont aucun président américain voulait. Même quand ils bousculaient l'Iran pour l'affaiblir pour le compte d'Israël, même quand ils ont détruit la Syrie pour le compte d'Israël, quand ils ont détruit l'Irak pour le compte d'Israël, la Libye pour le compte d'Israël, tout cela dans le Moyen-Orient est fait pour le compte d'Israël, pour que la politique de l'inégalité de souveraineté, sur laquelle se base la politique étrangère des Américains, puisse prévaloir. Mais ils ne seront plus capables, avec ces nouvelles alliances qui se dessinent là-bas, de s'imposer comme avant. Trump, s'il réussit à renverser la vapeur, donc arrêter l'ascendance de la Chine, il aura gagné. Et pour cause, vous vous rappelez, avant qu'il ne perde les élections, dans son premier mandat, il avait mis des tarifs, des hausses tarifaires sur les biens et services qui venaient de la Chine pour les États-Unis. Et cela avait comme ralenti la croissance économique de la Chine. Trump avait mis des sanctions mur à mur contre les compagnies ou les pays qui travaillaient avec la Russie pour la construction de ce pipeline Nord Stream 2.
et les travaux avaient arrêté pendant plusieurs mois, avant que les Russes ne trouvent un moyen de continuer les travaux par eux-mêmes et les finir. Quand Trump est parti, Biden est arrivé, Biden a fait sauter les pipelines. Vous allez me dire, comment alors si la Russie est une puissance, Biden a fait cela et il n'y a pas de conséquences contre les Américains? C'est juste parce que ces pipelines-là avaient d'autres coopérants dans ça, d'autres associés. L'Allemagne, la France, en l'occurrence, ces deux-là, et un autre pays de scandinave étaient aussi impliqués dans le développement de ce canal de transfert de produits gaziers et pétroliers de la Russie vers l'Europe occidentale. Mais voilà, les pays européens ont plutôt rejoint les Américains contre la Russie. Et l'Allemagne, qui a perdu le gros du morceau, n'a même pas essayé de condamner les États-Unis. Par contre, on a fait dire aux Allemands que ça se pourrait que ce soit les Russes eux-mêmes qui... Vous vous rendez compte? Donc, Trump arrive pour continuer ce qu'il avait laissé, repartir par où il était. Mais les États-Unis fonctionnent comment? La continuité de la gouvernance chez eux ne dépend pas du président qui arrive. Le président qui arrive reçoit les gens qui viennent lui dire « Voici comment tu fonctionnes ». Ce sont les gens de l'État profond. Les grandes pharmaceutiques, les grandes financières, le marché de la bourse, l'industrie de l'armement et tant d'autres, incluant maintenant l'administration. L'administration ou le gouvernement permanent. Quand on parle du gouvernement permanent, ce sont ces gens-là d'administration, peu importe qui est président ou premier ministre, eux, ils sont toujours là dans l'administration, qui ne bougent pas. Ce sont ces gens-là qui peuvent faire des carrières de 30 ans, 40 ans et plus, s'ils veulent. Pendant que d'autres qui viennent sous un angle politique, c'est très éphémère. Alors, le gouvernement permanent, donc l'administration, l'État profond, va venir dire à Trump, « Ok, Biden a réussi à fragiliser un peu la Russie et la Russie en a encore un morceau dur à croquer. Toi, tu continues là-dessus. Comme tu as dit que tu vas arrêter la guerre en Ukraine, tout ce que tu vas dire, que toi, tu ne soutiens plus cette guerre. Mais par contre, tu continues à donner les armes, l'argent, tout ça, et à financer les groupes armés indépendants. Les milices indépendants qui veulent aller en Ukraine pour se battre contre les Russes. C'est ça que lui va continuer. Dans l'entretemps, avant que Trump, lui, ne perde le pouvoir, il était en train de préparer l'attaque en duo Israël-États-Unis contre l'Iran quand il est parti du pouvoir. Là, il revient. La situation Biden l'a déjà commencé. Donc, on avait dit à Biden, commence déjà à préparer le terrain. Biden a créé ce problème qu'il y a entre l'Iran et Israël aujourd'hui. Trump avait déjà mis le commandement militaire israélien et américain ensemble avant de partir au Pentagone. Le commandement militaire israélien a un bureau au Pentagone, comme le Pentagone en a aussi j'oublie comment ils appellent ça en Israël, mais là-bas, le Pentagone israélien. Trump avait pris toutes les forces spéciales et les a mis sous le Pentagone, parce qu'avant, ils étaient indépendants. Là, il les a tous mis. Il y a plusieurs forces spéciales aux États-Unis. Ils avaient tous mis sous le même, le même parapluie qui était le Pentagone, parce qu'ils ne voulaient pas
avoir à négocier à gauche et à droite pour demander les Delta Force sont où, les Navy Seals sont où, les American Rangers sont où. Non, il fallait que tout soit là et qu'il les commande. Et de toute façon, laisser les Israéliens les commander. C'est ça. Israël, en soi, n'est pas une grosse puissance. Tout ce qu'ils ont, c'est américain. Que ce soit l'intelligence satellitaire, c'est américain. Les équipements qu'ils ont, ou la défense aérienne, ce qu'ils appellent le rideau de fer Iron Dome, ou ils appellent ça le front de David. C'est américain. Ce sont les Américains qui ont financé le développement de Iron Dome ou de Sling of David, donc la fronde de David et d'autres systèmes. Alors, quand les Américains les ont financés, c'est que pour que les usines soient implantées en Israël, les compagnies soient implantées en Israël, que ça profite aux Israéliens, les Américains ont financé ça. En fin de compte, pour revenir acheter les mêmes équipements auprès des Israéliens, est-ce que vous comprenez la mafia? De quel niveau ça se trouve? C'est pour ça qu'un Américain peut vous taper sur la poitrine et dire « Mon pays a un budget de 800 milliards de dollars de défense seulement, la défense. » Mais où va l'argent? Pas sur cette ferraille-là de porte-avions qui sont sur l'eau. C'est juste une ferraille et ça prend un bon missile et les grandes puissances ont déjà des missiles pour détruire ces porte-avions. C'est pour ça que la Russie n'a pas l'engouement pour le porte-avions. Parce qu'ils savent que c'est juste de la ferraille à faire couler. Et ils en ont les moyens. Les Chinois savent que c'est de la ferraille à faire couler, mais comme les Chinois veulent aussi projeter maintenant un peu de pouvoir à l'extérieur, ils sont en train de construire des bateaux porte-avions et vous allez les voir. Dans les années qui suivent, ça va être ahurissant. La guerre arrive. Et ils avancent à pas de géant entre la Chine et les États-Unis. Et Trump veut être celui qui pourra faire et la guerre contre l'Iran et contre la Chine. Il vient pour ça. Quand il dit « je ne veux pas faire, je viens pour arrêter la guerre », c'est du bluff. Parce que quand il était président, il ne les avait pas arrêtés. Au lieu de les arrêter, il les avait plutôt nourris. Il avait trouvé la guerre en Syrie, qui avait été lancée par Obama. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri ça. Il a même coupé un morceau de la Syrie qu'on appelle le Mont Golan. Il l'a donné à Israël. Juste comme ça. Pour montrer, Nazar Makassi, je prends ce qui t'appartient, toi Syrie, là je coupe. Israël, prends. Trump a pris les gisements pétroliers syriens. Ils sont en train d'exploiter ça, les Américains, pour eux, pas pour la Syrie. Et la Syrie est dépourvue de ce moyen, de ce source de revenus-là. C'est énorme, c'est plus de 60% des revenus du pays. Ils sont en train de manger de l'herbe là-bas. Le même Trump, quand il est venu, il a dit « Oh, moi je vais retirer les troupes américaines dans un an ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les bombes les plus puissantes que les Américains n'avaient pas encore utilisées en Afghanistan. Il les a utilisées. Mais Obama avait déjà commencé avant lui. Obama avait tiré tellement de missiles et de drones sur l'Afghanistan qu'il n'en avait plus à un moment. Il n'y en avait plus. Les bombardements ont arrêté pendant plusieurs mois, le temps qu'on fabrique encore d'autres missiles et d'autres bombes aux États-Unis. Obama, c'est... Je ne sais pas. Je vais faire attention, sinon ma soeur va se fâcher contre moi. Mais Obama n'est pas ce que vous pensez qu'il est. Et moi, en tant que noir, je ne me mettrai pas à côté d'Obama pour prendre la photo. Je préfère la prendre avec Trump. Parce que Trump n'est pas raciste. Lui, il ne connaît que l'odeur du billet vert. Alors, les gens qui pensent que Trump, quand il sera au pouvoir, parce que quand il était au pouvoir avant, c'était bon pour le Congo. Non, c'était une transition.
Il arrivait, il voulait prendre ce que le clan Clinton avait sous sa férule, le prendre pour lui. Alors pendant ce temps, il s'est dit, l'ancien président du Congo, Kabila, avait placé des Chinois partout et des Indiens, les Pakistanais, tout ça. Moi, je vais les enlever et que ce soit nous encore, Américains. Quant à faire, je vais soutenir celui qui vient d'arriver. Il a fait semblant de soutenir. Il soufflait le chaud et le froid. Donc, alors, Tshisekedi ne savait pas, est-ce qu'il est avec moi 100% ou il n'est pas avec moi? Quand tu veux regarder, c'est comme s'il était avec moi. C'est quand tu regardes, non, c'est comme s'il n'est pas là, là, je ne sais pas. Je ne veux pas faire un faux pas. Il ne faut pas que je fasse quelque chose qui va me coûter cher. C'est comme ça qu'il a maintenu Tshisekedi jusqu'à au moment où il perd le pouvoir. Je parle de Trump. Vous voyez? Alors, Trump n'était pas pour nous. Il était pour lui-même et pour son pays. Est-ce que maintenant, il va être pour nous? En vertu de quoi? Il ne l'avait jamais été avant. Il va juste regarder quels sont ses intérêts d'abord et les intérêts de son pays. Si le même Trump trouve que, en suivant ce que les Clinton ont fait, sans nécessairement porter le chapeau des Clinton, mais porter le chapeau de Trump, en faisant ce que les Clinton faisaient, alors, il peut continuer avec le Rwanda et les ennemis de la RDC. Parce qu'il va tout recevoir sans signer un contrat, sans rendre compte à personne. Mais si, par exemple, il trouve, de par les moyens que Tshisekedi met en place, une armée forte, une police forte, une administration forte, qui s'apprendrait de négocier avec Tshisekedi et passer des marchés gagnant-gagnant, même si ce n'est pas ce qu'il veut, il peut accepter de venir par la grande porte. Mais ce sont les États-Unis. Quand ils viennent par la grande porte, immédiatement, ils ont dans la poche arrière du pantalon une autre carte qu'ils sortent en commençant à fragiliser le pouvoir sur place avec des manifestations, des révolutions de couleurs, tout ça. Et ce sont des choses, il faut que la RDC se mette en tête. C'est pour cela qu'il est important, RDC, il nous est important, nous, d'avoir, je ne parle pas d'un tuteur, je ne parle pas d'un parrain, mais des amis. Ces amis-là qui, eux, depuis la nuit des temps, font du gagnant-gagnant. La Chine, la Russie, l'Iran, effectivement, je ne sais pas s'il y a un autre pays, je ne sais pas, qui fait du gagnant-gagnant. Parce que les Européens, ce sont des colonialistes et ne nous regardent que des gens qui sont sous-humains, sous-humains, si vous voulez, et qu'ils ne peuvent pas faire d'égal à égal avec nous. Les Américains, ils viennent pour prendre de force tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Mike Pompeo, ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis, ancien directeur de la CIA, avait dit lui-même, vous allez checker ça sur YouTube, la vidéo est là. Il dit, mais j'ai travaillé à la CIA. Nous sommes là pour mentir, voler et tuer, ce qu'il disait. We kill, steal and... Ah, non. We lie, we steal and kill. Nous venons, nous mentons, nous tuons et nous volons. C'est ce qu'il avait dit. Il l'a dit. Donc ça ne vient pas de moi. Si vous dites, de quoi parle Bertin là? Vous allez sur YouTube, Mike Pompeo, lie, steal, we lie, we steal and kill. Écris ça. Vous allez voir sortir ça comme ça. Ça va venir. Vous allez le voir. Alors, c'est cela. Nous, RDC, nous devons avoir des amis fiables.
Je ne dirai jamais tant. Chine, Russie, avec tous les alliés du BRICS, Afrique du Sud, je ne sais pas, Brésil, ce sont là les pays dont nous avons besoin, incluant l'Inde et la Turquie. Pourquoi Turquie? Turquie, parce que c'est un pays de l'OTAN. Et l'OTAN n'est pas prêt à perdre Turquie, parce que c'est avec Turquie qui contrôle le Moyen-Orient, avec Turquie qui contrôle l'Europe de l'Est, en faisant la balance avec, pas l'URSS, mais la Russie. L'Inde, pourquoi? Parce que l'Inde est une puissance économique, est une grosse puissance démographique, est une puissance informatique, technologique, je veux dire, et aussi, l'Inde balance les tempéraments de la Chine qui est adversaire ou même ennemi aux États-Unis. C'est que les États-Unis caressent l'Inde dans le sens de son poil. Les États-Unis caressent la Turquie dans le sens de son poil pour ne pas perdre les avantages de contrôle. Quand l'Inde a enterré la hache de guerre avec la Chine, vous avez vu comment les Américains ont fustigé ce comportement traître des Indiens, ce comportement anticonstitutionnel, antidémocratique des Indiens. Comment une démocratie comme l'Inde peut s'associer à une tyrannie, à une dictature sale, la Chine? Et pourtant, TikTok, c'est chinois. Zoom, le système de communication par vidéoconférence, Zoom, c'est chinois. Et aussi, la Chine a sorti plus de 600 millions, tenez-vous bien, plus de 600 millions de Chinois de la pauvreté abjecte à la classe moyenne. De la pauvreté abjecte à la richesse. 600 millions. C'est un record. Je ne sais pas si ce serait égalé de notre temps par un autre pays. Et quand on parle aux Chinois, tel que l'avait dit le président Fathi, Fathi a dit au stupide journaliste là qui l'interviewait, il dit, quand vous me parlez de démocratie, dites-moi, c'est quoi la démocratie d'abord? L'autre, ne sachant pas décrire la démocratie, ou ne sachant pas comprendre la démocratie selon l'appréhension, la compréhension de Fathi, commence à dire, mais vous n'allez pas comparer quand même un pays comme la Chine. Il dit, mais moi je viens de la Chine, j'ai parlé avec les Chinois. Ils aiment leur système, et c'est leur système qui vient de monter leur pays et leur qualité de vie, leur standard de vie. Vous voulez nous dire quoi? La démocratie, pourquoi? La démocratie, c'est la gestion de la chose publique par le mandat du peuple, pour l'intérêt du peuple, et en le faisant avec ce même peuple. Donc, diriger une direction où le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors moi, j'ai mis ça en des termes beaucoup plus pragmatiques. Je suis sorti du côté théorique. J'aime pas utiliser des termes techniques à tout moment, parce que ça devient plate, ça devient ennuyeux d'utiliser des termes techniques tout le temps. Moi, je suis soldat, en vous parlant, je vous parle des termes techniques militaires tout le temps. Ce n'est pas correct. Alors moi, vous pouvez entendre, je vais vous dire, des missiles contre missiles. Vous allez me dire, missiles contre missiles. Pourquoi il ne dit pas seulement des missiles antimissiles? Moi, je vais juste dire, oui, les Iraniens ont lancé leurs missiles contre missiles.
pour aller contrecarrer les missiles. Je ne veux pas juste dire non, ils ont monté leur batterie anti-aérienne. Ça sert à quoi ces termes-là? Évidemment, si on veut se faire passer pour intelligent, on peut utiliser des termes comme ça. Mais est-ce que parce qu'on utilise ces termes-là qu'on devient plus intelligent? Moi, ici, je sais que vous connaissez plus que moi. Les choses dont je parle, je viens les discuter avec vous parce que vous les connaissez. C'est pour cela que vous vous êtes abonné auprès de moi. Parce que vous vous retrouvez dans ce que je dis. Donc, si vous aviez, vous tous, à faire les émissions comme j'ai fait là, vous alliez dire les mêmes choses, peut-être avant que moi je ne les dise. C'est pour ça que vous êtes là. Et vous commentez pour m'encourager. Quand vous m'encouragez, c'est parce que vous me dites que ce que j'ai dit a de bon sens, fait du sens. Comment on dit? Quelquefois, je parle le français nord-américain, excusez-moi. On dit ici, ça a de bon sens, pour dire ça fait du sens. Alors, c'est pour cela que vous êtes là. Et moi, j'aime quand vous me dites aussi, j'ai dit quelque chose, vous me dites, ah, as-tu pensé à ceci aussi? Mais tel a dit ceci. Si c'est en contradiction avec ce que je dis, ah, ça je ne savais pas. Après l'émission là, je check. Donc quand vous voyez que j'ai laissé tomber, je ne suis pas revenu dessus, c'est parce que je ne vais pas venir vous dire, tel tu avais dit ça, mais tu étais en erreur. Non, ça ne sert à rien. Je vais plutôt juste oublier ce sujet-là parce que je sais que celui-là avait tort. Je peux juste, en parlant, revenir à ça et redire la même chose que j'avais dit avant. Mais je lis tous les commentaires et je pense que je réponds à tout commentaire. Oui, je pense que je réponds à tout commentaire. C'est cela. Donc, au lendemain des élections aux États-Unis, Trump promet des choses. On va voir ce que ça va faire. Il veut amadouer les Russes parce qu'il veut maintenant s'attaquer à la Chine. Mais la Russie et la Chine sont déjà des alliés. Donc, c'est une mission impossible. Ce qui fait qu'il pourrait devenir violent, et même plus violent. Parce qu'il est imbu de lui-même, Trump. Il a une folie de grandeur personnelle incroyablement forte. S'il ne trouve pas ce qu'il cherche, il y va de manière forte. Et parce que dans lui, il a grandi comme tout Américain, avec l'esprit comme quoi son pays est tellement puissant. C'est pour ça qu'il avait banni tous les traités que les États-Unis avaient passés avec l'URSS. Le traité de réduction d'armes ou de contrôle d'armes, des choses comme ça, de réduction de certaines missiles stratégiques à courte, moyenne ou longue portée, des choses comme ça. Trump est venu, quand on lui a montré ce que le pays a, il a dit, nous avons tout ça. Oui. Nous sommes aussi puissants. Alors pourquoi nous sommes dans des traités de paix, des traités d'entente avec d'autres pays? Foutez-moi tous ces traités à la porte. Il a commencé à les jeter par la fenêtre les uns les autres. Pour se rendre compte que ces pays-là, c'est à cause de ces traités-là que ces pays se maintenaient les mains liées. Les Américains étaient sûrs de leur puissance, c'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité d'aller s'installer en Ukraine pour attaquer la Russie. Mais regarde, maintenant la Russie est en train de gagner et ils savent maintenant, ils ne savent pas comment sortir. Ils ne savent pas comment se sortir de là. Si ils se retirent, les Européens vont dire, ah, vous n'étiez pas donc fort. Hein? Les Japonais vont dire, s'il en est ainsi, là, je ne suis plus les États-Unis. Les Coréens vont dire, non, je ne suis plus les États-Unis. Alors, les Américains continuent à montrer comme s'ils étaient forts, pendant qu'ils ne le sont plus. Et pourquoi les Russes, alors, ne donnent pas un coup de grâce pour détruire complètement la puissance américaine? Parce que ce ne serait pas à leur intérêt non plus. Sinon, les Russes sont obligés de maintenir la cohésion et la paix au niveau du monde. Donc, commencer à faire les dépenses et tous les efforts que les Américains font. Parce que pendant la guerre froide, il y avait deux camps, Est-Ouest, et la puissance d'un camp
maintenait l'ordre de son côté, et la puissance de l'autre maintenait l'ordre de l'autre côté. Quand l'URSS tombe, les Américains prennent tout entre leurs mains. Mais si la Russie fait dégringoler les Américains aujourd'hui, mais qu'est-ce que le monde devient? Les Russes ne veulent pas aller là. Ils veulent y aller graduellement, en consolidant leur puissance avec la Chine, l'Inde, tout ça. Quand les BRICS vont atteindre le niveau que l'OTAN a aujourd'hui, le niveau que le NORAD a aujourd'hui, le niveau que l'AUKUS a aujourd'hui, l'AUKUS c'est Australie, United Kingdom, Inde, Nouvelle-Zélande, Amérique, tout ça. En ce moment-là, ils pourront peut-être y aller fort. Mais en attendant, c'est les Américains qui tirent encore et qui frappent sur tout le monde, mais ils commencent à recevoir une taloche en retour. Tu frappes, on te le donne. Tu frappes, on te le donne. Et ils n'étaient pas habitués à ça. Israël bombardait n'importe quel pays là-bas. Mais dès qu'ils ont commencé à lancer des missiles en Iran pour aller tuer les ennemis, ils ont vu tout de suite que non, ils se trompaient. Ils ne sont pas aussi puissants que ça. L'Iran était là, l'Iran était puissant, mais l'Iran se taisait, regardait seulement. Maintenant, ils savent que ils frappent, ils sont frappés. C'est un traumatisme incroyablement dévastateur pour les Israéliens, pour les Américains aussi. Toutes les puissances étrangères, occidentales, étaient là-bas pour défendre Israël contre les missiles iraniens, mais les missiles iraniens ont touché. Le rideau de fer, l'offrande de David, tout était là. On avait des patriotes. Dernièrement, les Américains ont amené leur système de défense dernier cri. Quand ils disent, pour eux, à part Dieu, c'est ce système-là. Ils l'ont amené. Et pendant que le système est là, l'Iran a atterri des missiles en Israël. Vous voyez? C'est que les Américains ne savent plus quoi faire. Mais les Russes ont dit aux Iraniens, non, allez-y mollo pour ne pas créer une situation. Alors ils se sont parlé. Avant que les Iraniens ne lancent des missiles contre Israël, ils ont notifié les Américains 2 heures avant. 2 heures avant. Donc les Américains, les Français, les Anglais, tout le monde avait le temps de mettre ces missiles. Et ils ont même dit où ils vont frapper. Et ils ont frappé là-bas. Les Américains, les Français, les Anglais, tout ce monde-là n'ont pas été capables d'arrêter les missiles iraniens. Ça, là, c'est choquant. Par contre, les Israéliens n'ont pas averti les Iraniens qui vont frapper. Ils ont d'ailleurs menti qu'ils avaient déjà reporté le frappe à cause de la fuite d'informations sur l'éventuelle frappe israélienne contre l'Iran. Ils ont menti, ils ont formaté tous avec les Américains pour que les Iraniens puissent baisser la garde et qu'ils se disent « Ok, on n'a pas à s'inquiéter, ça ne vient pas d'aujourd'hui. » Et ils ont attaqué par surprise. Mais les Iraniens ont arrêté la plupart de ces missiles-là. Malgré tout. Vous pensez que ça ne fout pas la chienne, une frousse bleue aux Américains, à d'autres Occidentaux? Ben oui. Alors, Trump, lui, quand il ne va pas avoir ce qu'il veut, parce qu'il voudrait, quand un matin il se réveille et dit, vous voyez, j'ai demandé aux Russes d'arrêter, ils ont arrêté tout de suite. Nous voulons la paix par la force. C'est comme ça qu'il dit toujours. Peace through strength. Nous voulons la paix par la force. La paix par la force. Donc,
Soki omoninga naza ya biceps, bapake banini, okobanga koya kobundisa ngai. C'est ça ce que Trump dit. Mais maintenant, les Iraniens, les Russes, les Chinois, on leur dit non. Oza monyo, biso toza ba monyo. Oza gangi, biso toza ba gangi. Oza na biceps, tala oya ngai. Et là, les calculs ont changé complètement. C'est pour ça que les Américains commencent à demander à Trump, est-ce que tu vas abandonner les Ukrainiens? Dis-nous, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas les abandonner? Est-ce qu'on peut abandonner les Ukrainiens? Si nous abandonnons l'Ukraine, c'est une question de vie ou de mort pour nous. Comment un pays étranger, à l'autre bout du monde, côte à côte avec la Russie, est une question de vie ou de mort pour vous? La Russie, la superpuissance, ne vous a pas attaqué. Alors, comment un pays comme l'Ukraine pourrait être? Question de vie ou de mort pour vous. Ah, parce qu'il n'y a pas un pays proprement dit Ukraine, force ukrainienne, ça n'existe pas. Regardez, à course, quand les Russes tuent les soldats ukrainiens, ils trouvent qu'ils sont en train de tuer des Anglais, des Français, des Polonais, des Roumains, des Canadiens. Ouais, des Canadiens. De toute façon, nous les Canadiens, on n'a pas de choix. Hein. Parce que si les Américains tombent, nous tombons. Le Canada dépend des Américains 100%. 100%. Regarde où nous sommes. Nous sommes là, nous sommes entourés de l'eau. De côté là, des océans. C'est tout. Nous ne faisons pas d'affaires directement avec des pays étrangers. Tout passe par les États-Unis. Nous produisons pour la consommation américaine. C'est ainsi que nous sommes ce que nous sommes. Donc, si les États-Unis nous bloquent juste un peu, nous sommes foutus. Si les Américains chutent, ne fût-ce qu'un peu, nous sommes foutus. Et après, les autres peuvent tomber aussi en morceaux. D'ailleurs, ils sont en train de tomber en morceaux au fur et à mesure. Mais le Canada est pire. Il y a des pays qui ne peuvent plus fonctionner sans les États-Unis. C'est un pays comme le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne. Sont des... La Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni sont des pays qui sont parasités. Ce sont des parasites des États-Unis. Ils sucent le sang des États-Unis pour vivre. Alors, si leurs victimes du sang desquelles ils se nourrissent tombent, eux aussi s'écroulent. Donc, boka mwate soki bomoni Amérique kwei, bomoni ke jumona se présenter naza ya kokonda. Soki naza ya kokonda, c'est parce que biso awa mia na mia. C'est ça. Nous sommes en bonne santé parce que les États-Unis vont bien. Si les États-Unis vont mal, nous ici nous maigrissons tout de suite. Nous n'avons rien. Nous sommes un pays à vocation agricole, mais toute notre agriculture, les produits agricoles sont consommés par les Américains. Le bois que nous produisons ici, le bois d'œuvre, c'est consommé par les Américains. C'est ainsi que quand Obama avait mis des tarifs sur le bois d'œuvre canadien, mais notre économie a chuté. Donc nous sommes tenus par le cou, là, ici au Canada. Voyons voir ce que Trump va faire. Mais c'est quoi? Quel pays il a pour faire quoi que ce soit? Son pays ne peut plus s'imposer. Et s'il tire, on tire. S'il frappe, on frappe. Voyons voir. On se donne des news. Au fur et à mesure, on en parlera encore pour parler de notre RDC. L'RDC de Fachi, notre très cher Fachi. S'il vous plaît. Vous avez battu à Makasi, Pembeni Nao. Pour Bayanko, ya Mikili. Ba Européen, ba Américain, ba Nini. Baza, Banguna Nabiso. Regardez. Un petit bouchon de pays comme le Rwanda.
nous a mis le couteau à la gorge et nous ne sommes pas capables de le retirer. Juste parce que ces gens-là le soutiennent. Et ils ont fait leur choix ouvertement. Ils ne nous ont pas caché ça. Il est temps que nous prenions du courage burkinabé, du courage malien, du courage nigérien. Mais nous sommes très éloignés, nous sommes seuls entourés d'ennemis. Alors, dans ce cas, on demande aux gens qui sont forts, qui pourraient être nos amis, de venir chez nous. Si 3 frontières sont protégées par la Chine, 4 frontières sont protégées par la Russie, ça fait déjà 7, il en reste 2. Une frontière protégée par la Turquie et une autre par l'Inde. Quoi, Gic? On est quitte, on est bien. Ce n'est pas que ces pays-là, leurs soldats vont être au front, en première ligne de tir, non. Ils sont en arrière, ils les regardent de loin pour nous, ils écoutent plus loin pour nous. Ils regardent dans les cieux et nous disent faites attention, regardez, il y a des souris qui se promènent par-ci. Passez par là, faites un piège là, ça attrape les souris. Mettez un peu de sable là-bas pour rendre leurs pattes qui souffrent d'un peu d'éléphantiasis. Mais nos soldats, quelques braves, quelques bien formés qu'ils soient, quand ils ne peuvent pas voir loin, quand ils ne peuvent pas écouter de très loin, c'est rien. La guerre actuelle est purement technologique. C'est la guerre des mathématiciens, comme a dit le président russe. Le président russe a dit, la guerre qu'ils sont en train de faire en Ukraine, ce n'est plus la guerre des soldats, c'est la guerre des mathématiciens. Des gens qui calculent tout moment. L'ennemi se déplace, vous suivez son mouvement, la vitesse à laquelle il se déplace, vous calculez, vous envoyez les matouses. Dès que vous lancez vos missiles, l'ennemi laisse quelques missiles passer pour les étudier. Puis d'autres, il va les détruire pour les étudier. Et après, le lendemain, il n'y a plus rien qui passe. Qu'est-ce que vous aussi vous allez faire? Comme l'ennemi est en train de vous barrer maintenant le chemin par sa technologie, vous regardez comment il a pu arrêter votre missile. Comment votre missile s'est comporté quand il a été arrêté. Le missile a fait ceci parce que celui-là avait fait cela. Vos mathématiciens sont en labo jour et nuit. Les physiciens sont au labo jour et nuit en train d'étudier. Ils trouvent une formule. Le lendemain, votre missile vient, il passe. Ainsi de suite. Nous avons besoin. J'ai vu des jeunes gens de chez nous qui sont en train de faire des fusées. Vous les oubliez, vous les ignorez. Il faut leur donner un cadre. Il faut vraiment leur donner un cadre. Peut-être qu'ils ne vont pas nous fournir des armes dont nous avons besoin dans 1 an, dans 2 ans, mais ça va venir dans 5 ans, dans 10 ans. Comment l'industrie militaire sud-africaine a commencé? À cause de l'embargo, de tout ça, les Sud-Africains, les bourreaux, sont allés voir les Israéliens, sont allés voir les Allemands. Ils ont eu la technologie de la part des Allemands. Et les Israéliens sont venus, ils ont commencé leur industrie d'armement. Et ils l'ont perfectionné au fil des temps. Il y a beaucoup de pays, dont le Nigeria, qui fabrique des armes. Nous aussi, nous pouvons commencer petit à petit. Nous avons besoin de quelqu'un qui est là, qui prend notre sécurité pendant que nous faisons ça. Vous rappelez-vous ce proverbe Fuliru qui dit mwenye kusimamiwa na simba, mwenye kusimamiwa na chui, mwenye kusimamiwa na chui anywa maji masafi. C'est lui qui est protégé par le léopard, s'abreuve d'eau potable. Parce qu'il n'y a personne qui s'approche pour jouer dans les eaux. Et toute l'eau est limpide, vous en buvez tranquillement.
Parce qu'il y a un léopard qui est là pour votre protection. Nous n'avons pas de léopard en Occident. Il n'y en a pas. Est-ce que ce sera facile, un pays comme le nôtre, si nous appelons les étrangers pour nous soutenir? Mais ils vont nous rentrer dedans, les Occidentaux vont le faire tout de suite. Mais au moins, ils sont en train de nous rentrer dedans. Aujourd'hui, pendant que nous passons des temps, jour et nuit, à aller dans leurs ambassades, aller dans leur, je sais pas, dans leur pays, supplier par-ci par-là, droits humains, je ne sais pas, nos partenaires européens, la communauté nationale qu'internationale. Ouais. Mais si nous allons les prendre, les gens qui vont travailler avec nous et pour nous, oui, les ennemis vont venir pour nous détruire. Ils vont trouver que maintenant, nous aussi, nous avons un léopard et que nous pouvons boire d'eau potable. À bon entendeur. Salut. Merci d'avoir été nombreux à écouter votre frère Bertin Bahaya ici au Conspiratorium. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai changé la miniature d'apparence de notre logo? Ce sont des conspirés autour de la table. Vous qui m'apportez les informations, vous qui m'amenez à faire de bonnes analyses, vous qui m'encouragez à faire ce que je fais, vous qui supportez, vous qui soutenez les actions du président Tshisekedi. Vous ne soutenez pas l'homme, mais vous soutenez les actions du président. Mais il se fait que le président est un être humain. C'est qu'on peut dire, oh, vous avez soutenu Tshisekedi. Nous soutenons le président de la République, qui est l'institution. Parce que si demain il n'est pas là, un autre vient, il fait du bien, nous allons le soutenir. C'est fait ce qui n'est pas correct, comme avait fait celui qui était là pendant 20 ans, là, Kabila. Non, Kabila, non. Non. Et après avoir saccagé, détruit le pays, saboté le pays pendant 20 ans, il ne peut pas nous dire qu'il a quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? Il a eu combien de mandats consécutifs? Plusieurs, n'est-ce pas? Et pourtant, il en a seulement droit à 2. Et vous dites, non, on ne peut pas toucher à la Constitution. Nous allons toucher à cette Constitution. Nous n'avons pas besoin de la changer. Nous n'avons besoin que d'abroger certains articles, d'amender. Oui, nous avons le droit d'amender certains articles qui mettent notre pays à mal, qui empêchent que le peuple congolais vive bien et en paix. Nous allons changer ça. Et c'est tout. On vous laisse votre constitution sur place. Oh, Mukagu, c'est la constitution. Shiba Tote Katanga. Bravo. Shiba Tote Katanga. Vous êtes combien? Le pays compte combien? Shiba Tote Katanga. Bino Tote Katanga, qu'est-ce que ça veut dire? Manono, c'est Kanyama. Est-ce que Kanyama, c'est Kamina? Est-ce que Kamina, c'est Kasenga? Est-ce que Kasenga, c'est Puerto? Biso batoto ya Katanga. Botika biso babulaga pola wana. Le pays est à nous tous. Ce qui n'est pas bon pour le pays, on le change, on met ce qui est bon. Oh, Tshisekedi veut changer pour qu'il reste là pour toujours. Mais avec le programme qu'il a, avec le travail qu'il est en train de faire, vous pensez qu'on va laisser quelqu'un d'autre venir nous pourrir la vie? C'est nous qui allons décider. Ce n'est pas Tshisekedi qui décide. C'est nous, peuple, qui décidons. C'est pour cela que nous avons fait comme les Américains ont fait hier. Vous savez pourquoi les Américains ont voté massivement Trump? Ils lui ont donné le Sénat et je pense qu'ils lui donnent aussi la Chambre des représentants, donc le Parlement. Oui. L'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, chez eux, ils appellent ça Chambre des représentants. Ils vont lui donner ça. Les deux. Ils l'ont voté massivement. C'est pour faire ça à ceux qui n'aiment pas leur pays. Et les Congolais aussi, ils ont fait ça à ceux qui n'aiment pas le Congo.
C'est pour cela qu'ils ont voté massivement Félix Antoine Tshisekedi, pour lui donner le pouvoir au complet entre mes mains. Même si Kabouya n'a pas fait un bon boulot, et même si, quelque part, il s'est tiré dans le pied, en favorisant Kamere au Parlement et en favorisant Samalou Konde au Sénat, comme si l'UDPS était vide de monde. Bon, mais quand même, vive la RDC et son président Tshisekedi. Et j'ai encore envie de commencer encore à bondir avec enthousiasme comme j'avais avant. Chaque fois quand je finissais de dire vive la RDC, son président Tshisekedi, je criais hurrah! C'est parti. J'ai envie que ça revienne. À la prochaine.